Bonsoir aux deux premiers venus. Comme le rituel le veut, bien vouloir partager le direct sur la page de la brigade anti-sardinat de Douala. Bonsoir aux deux premiers venus. Partagez au maximum. Partagez en direction des personnes qui sont sur place au Cameroun. Ce direct a lieu depuis un endroit dans le littoral. Souffrez du fait que je ne vous révèle pas l'endroit où je me trouve en ce moment. Vous comprenez que pour des raisons de sécurité, il est dans mon intérêt de ne pas vous révéler l'endroit où je me trouve. Mais je peux vous confirmer que ce direct est fait sur place au Cameroun. Nous avons pris des précautions. Nous sommes un groupe de spécialistes camerounais dans tous les domaines. Dans le domaine surtout de la communication sur le net, nous avons des personnes au sein de la brigade anti-sardinat de Douala qui ont des connaissances pointues sur la façon de brouiller l'émission à partir de systèmes que je ne vais pas vous révéler ici. Mais je peux déjà vous informer que nous sommes bien en avance. Nous savons ce que les services de renseignement camerounais emploient afin de détecter des voix dissidentes qui font peur au régime. Et en connaissance de ce qu'ils emploient comme système de détection, nous disposons de contre-mesures qui nous permettent d'échapper à la détection sur place au Cameroun. Je vous prie donc de bien vouloir partager en direct des personnes qui sont sur place au Cameroun. Partagez massivement en direct de vos frères, de vos sœurs, de vos cousins, de vos tantes, de maman, de la grande maman qui comprend quelque chose à la politique. Voilà, il y a Roosevelt Joko qui dit que le volume n'est pas très bon. Je suis quand même assez surpris parce que nous nous sommes arrangés à... On va essayer de régler les paramètres. Donnez-nous juste un petit temps. On va essayer de régler les paramètres du volume. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que le volume est mieux? On a essayé d'augmenter, le technicien en place a essayé d'augmenter. On va essayer de voir s'il y a un problème avec le microphone. Non. Le microphone est bien branché. Monsieur Roosevelt Njoko, bien vouloir peut-être augmenter le volume au niveau de votre smartphone. Parce que de notre côté, on a augmenté au maximum le volume. Et donc, en principe, vous devez pouvoir nous suivre. Voilà, je le disais encore, je ne cesserai de le rappeler. S'il vous plaît, créez un mouvement de résistance au Cameroun comme celui que nous sommes en train de faire. C'est pas très difficile. Et s'engager dans la résistance ne signifie pas forcément qu'il faut avoir des grands moyens. Je ne cesserai de le dire. Les anglophones ont opté pour la lutte armée. Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui,
Ces anglophones qui au départ utilisaient des moyens rudimentaires ont perfectionné l'utilisation des armes contre l'armée camerounaise au point où aujourd'hui l'armée camerounaise se retrouve véritablement en difficulté. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que vous, à votre niveau, vous pouvez aussi organiser des groupes de résistance, comme celui qui vous offre ce direct, qui met un investissement conséquent pour faire un direct allant d'1 heure à 2 heures. Et c'est juste une question de sacrifice, c'est juste une question de patriotisme aussi, de comprendre que actuellement, telles que les choses se déroulent, euh, nous allons au-devant de grandes difficultés, de très grandes difficultés. Donc, chacun doit à son niveau prendre ses responsabilités et organiser la résistance comme il peut. Ça peut être refuser de payer les impôts. Lorsque vous refusez de payer les impôts, c'est des sommes dont le régime a besoin pour financer la guerre dans le nôtre, justement. Euh, une autre façon de résister pourrait être, par exemple, le fait que les camions de l'armée camerounaise, lorsque vous les trouvez, ou alors si vous savez où ces camions sont garés, ou alors si par hasard en passant un carrefour, l'un de ces camions sont garés, vous jetez un coup d'œil à gauche et à droite, il n'y a personne, vous percez les roues. Voilà un acte de résistance. L'acte de résistance consiste aussi à partager ce direct dans les différents groupes de résistants sur Facebook. Voilà un acte anonyme de résistance parce que justement les services de renseignement camerounais ne disposent pas les moyens pour contrôler les algorithmes et les algorithmes de Facebook. Parce que déjà pour contrôler ces algorithmes, il faut que Facebook vous donne des accès, des codes d'accès à ces algorithmes. Et à l'intérieur de cela, il va falloir aller rechercher les personnes qui ont par exemple partagé ce direct. Vous voyez, c'est un travail difficile et ils n'auront jamais accès à ces codes. Ce ne sont pas des gars très bons. Nous allons vous le démontrer sur ce direct tout à l'heure. Et donc, je le dis, un acte de résistance de ce genre, c'est pas tellement difficile à organiser. C'est une question de volonté, et c'est une question de patriotisme. Et nous sommes appelés à multiplier ce type d'actes à l'avenir pour le bien-être des Camerounais. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous avons hérité le régime Biya. Nous n'allons pas le passer à nos enfants. Vous savez, le plus grand défi de notre génération aujourd'hui, c'est comment faire partie Biya. Première des choses. Deuxième des choses, comment éviter qu'il y ait un gris à gris. Parce qu'à ce jour, ils sont en train de préparer une transmission patrilinéaire, c'est-à-dire de père en fils du pouvoir. Nous devons nous battre pour faire en sorte que cela ne puisse pas avoir lieu. Donc, maintenant, je reviens pour vous parler de ce qui va constituer le contenu de la communication de ce soir. La première partie de la communication de ce soir portera sur Michel Ndoki. Je sais beaucoup d'entre vous vont me dire, mais attends, arrêtez. C'est vrai qu'au niveau de la résistance, les gens ne voudraient plus trop parler d'elle. Mais vous allez comprendre pourquoi est-ce que ce soir, la brigade anti-Sardina de Douala a décidé de parler d'elle. Donc la première partie de notre communication de ce soir portera sur le personnage de Michel Ndoki. Nous n'allons pas dire du mal d'elle. Vous savez, nous vous l'avons dit sur la page de la brigade anti-Sardina de Douala, on ne va pas insulter qui que ce soit. On va respecter tout le monde. C'est le principe même d'ailleurs. On respecte tout le monde. On n'insulte personne. On argumente. Le plus important, c'est d'argumenter. Tout ce qui
insultent sur la page de la brigade anti-Sardina de Douala, nous les bloquons systématiquement pour la bonne cause. Vous savez, nous sommes convaincus du fait que un débat républicain peut avoir lieu sans que l'un des participants à ce débat soit offensé. Et donc, c'est la raison pour laquelle, sur la page de la brigade anti-Sardina de Douala, il est formellement interdit d'insulter qui que ce soit, de se moquer de qui que ce soit. Ici, c'est les débats d'idées. Première des choses. Deuxième des choses, la brigade anti-Sardina n'a pas vocation de parler des histoires de sous-vêtements. C'est-à-dire que on ne tire pas en dessous de la ceinture. Les histoires de cul, les histoires, pour être un peu plus grossier, les histoires de Bangala, les histoires de cul, nous on n'en parle pas ici. Donc si vous êtes sur cette page parce que vous attendez à ce que nous parlons des histoires de sexe, eh bien, je peux vous le dire rapidement, vous êtes sur la mauvaise page. Allez sur d'autres pages de la résistance où on adore parler du bas-ventre. Donc voilà, revenons sur le point le plus important de ce soir, à savoir la communication. Le point 2 de notre communication sera la fameuse neutralité suisse. Vous voyez, la brigade anti-Sardina, une fois de plus, s'est déployée du côté de la Suisse et elle a élu différents quartiers, différents états-majors pour traquer BIA. Et donc, euh, nous estimons qu'il est très important de se poser la question de savoir est-ce que la Suisse est vraiment neutre. Ça, c'est la deuxième partie. Vous savez, on a déjà eu à traiter du thème. Mais ce soir, nous avons de nouveaux arguments que nous avons développés et que nous voulons vous présenter. Donc, c'est pourquoi le point 2 de la communication de ce soir portera sur la fameuse neutralité suisse, qui en réalité n'en est pas une. Si vous voulez savoir pourquoi, restez sur le direct, on va vous expliquer. Le point 3 de la communication de ce soir portera sur Genève 3, oui, la brigade anti-Sardina, les groupes de résistance, les Bobitanap, les Amazones de la résistance, Cameroun Weekend, tous ces groupes sont en train de se préparer pour l'acte 3 de Genève. La brigade sera bien représentée et sera au premier poste des affrontements dans les prochains jours. On ne peut pas encore vous dire quand, mais soyez prêts. Probablement samedi qui vient, c'est la date qui est prévue, mais ça pourrait être avant. Nous allons vous expliquer les raisons tout à l'heure sur ce direct. Le point 4 de la communication de ce soir portera sur la désertion au sein de l'armée camerounaise. En effet, il ne vous a pas certainement échappé qu'au sein de l'armée camerounaise, c'est la débandade totale. Hein. Quand ce n'est pas Boko Haram qui fait du soya, des dépouilles des soldats de l'armée camerounaise, c'est les Amba Boys qui se chargent de les écraser les uns après les autres. Nous allons développer ça tout à l'heure dans le point 4 de notre communication. Le point 5 de la communication de ce soir portera sur le major de la promotion tribale. C'est un titre quand même assez atypique. Vous allez vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Le major de la promotion tribale. En fait, le régime a lancé une campagne de désinformation depuis pratiquement une semaine. Et cette campagne de désinformation consiste à présenter un soldat ou alors un officier de l'armée camerounaise qui serait major de sa promotion de la célèbre école Saint-Cyr de Kokidam en France. La brigade anti-Sardina de Douala a mené ses enquêtes et voilà, nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que, en fait, ce pseudo-major est en réalité le major de la promotion tribale, parce que vous le savez très bien, l'armée camerounaise est hautement tribalisée. Vous n'avez qu'à voir au niveau
des généraux, le quota des généraux à la tête de l'armée camerounaise, s'il faut le projeter par rapport à toute la population, vous allez vous rendre compte que à ce niveau, il y a déjà un tribalisme effarant. Donc tout à l'heure, nous allons revenir sur tous ces problèmes de l'armée camerounaise, sur le point sain de la communication de ce soir, qui portera, comme je viens de vous le dire, sur le major de la promotion tribale. S'il vous plaît, je vous demande de partager, partager au maximum, partager en direct des personnes qui sont sur place au Cameroun, car nous émettons depuis quelque part dans le littoral. Partagez, merci de partage. Nous voulons susciter à travers le fait que nous émettons depuis le Cameroun, nous voulons amener les Camerounais de plus en plus à créer des foyers de résistance. Vous voyez un peu, il y a 2 jours, Mamadou Mouta a complètement bravé l'obligation de déclarer une réunion et a réuni des dizaines et de milliers de personnes dans la partie septentrionale du pays. Mamadou Mouta et le docteur Boucher ont fait mal. C'est ce type de désobéissance que nous voulons susciter dans les populations camerounaises. Hein? On vous dit, vous n'avez pas le droit de manifester, mais lorsque des personnes pro-RDPC décident d'organiser des manifestations, la déclaration de manifester est acceptée, et même l'itinéraire est accepté, et on leur fournit des personnes pour les protéger afin qu'ils puissent manifester. Bon, cela s'est vu à Idéa, cela s'est vu dans l'ouest du Cameroun, où toute une élite dépravée, une élite égocentrique, a décidé d'apporter leur soutien à M. Paul Biya et de désavouer les membres de la diaspora bamileki qui, d'après eux, seraient derrière toutes les manifestations contre Paul Biya en Europe. Voilà. Vous comprenez un peu que ici, c'est du deux poids, deux mesures. D'un côté, lorsque vous êtes membre du RDPC, vous avez le droit de manifester. Après avoir fait la déclaration, après avoir déposé la déclaration, lorsque vous êtes membre de l'opposition, vous n'avez pas le droit de déclarer. Vous n'avez pas le droit de manifester. Après avoir déposé également la déclaration de manifester. Donc désormais, il va falloir braver cela. Il va falloir refuser de se soumettre au diktat de ce régime. C'est le but de ce direct. S'il vous plaît, partagez au maximum. Partagez au maximum en direct des personnes, c'est-à-dire qui sont sur place au Cameroun. Ce direct ne s'adresse pas à la diaspora. Ce direct est uniquement pour les Camerounais sur place. C'est pour susciter le courage de sortir manifester. Voilà. Bon, je vais commencer avec la première partie du direct de ce soir qui est intitulée Michel Ndoki, l'ex-fiancé du peuple. Ben, comme je l'ai dit d'entrée, quand je présentais le contenu du direct de ce soir, à propos, contenu du direct de ce soir, vous avez le plan du direct. Pour ceux d'entre vous qui voudraient savoir quel serait le contenu du message de ce soir, il y a toujours un plan du direct que nous affichons sur la page de la brigade anti-Sadinap pendant tout le direct. L'avantage de ce plan de direct, c'est que généralement, vous qui arrivez sur le direct, vous allez lire les différents thèmes qui vont composer le direct. Et si vous ne trouvez pas votre intérêt à l'intérieur, vous pouvez vous retirer. C'est ça l'avantage de structurer le direct. Si c'est le point 3 du direct qui vous intéresse, vous pouvez revenir lorsqu'on sera en train d'aborder le point 3 du direct. Et voilà, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Bon, je reviens maintenant sur le point 1, intitulé Michel Ndoki, ex-fiancé du peuple. Voilà, je l'ai dit d'entrée, il se trouve qu'au sein de la résistance, on a décidé de ne pas trop parler de cette décision de Michel Ndoki de créer son propre parti politique, de créer son propre mouvement politique. Et voilà, les personnes qui ont pris cette décision
estime que, voilà, elle a le droit de créer son propre parti politique, de créer son propre mouvement politique et de ne pas partager forcément le même point de vue avec la direction du parti. C'est vrai. La base de droit là va plus loin en disant que Michel Ndoki a le droit de s'émanciper. Elle a le droit de s'émanciper par rapport au leader de la résistance, le professeur Maurice Kamto. Ça, c'est son bon droit. Mais là où Michel Ndoki a tort, c'est que elle essaye de vouloir nous faire comprendre, à nous autres, qui avons décidé de ne pas la suivre, dans sa voie de la dissidence. Parce qu'en fait, si Michel Ndoki se contentait tout simplement de créer son propre mouvement politique et de s'arrimer à la résistance nationale qui est menée par le professeur Maurice Kamto, ça ne poserait pas de problème. Mais si le but de la création de son mouvement politique, c'est de s'opposer au professeur Maurice Kamto, alors Michel Ndoki doit être sûr que voilà, il aura le retour. Bien entendu, nous allons défendre notre leader national. On ne va pas lésimer sur les moyens pour défendre notre leader. Maintenant, je le dis encore, Mme Michel Ndoki a le droit de créer son propre mouvement politique. Elle a le droit de greffer son mouvement politique dans l'ensemble de la résistance qui existe. Mais également, elle a le droit de dire tout simplement que je ne veux plus faire dans la résistance. Je prends une autre voie médiane, comme par exemple un certain Cabral Libi essaie de vouloir nous dire, parce que Cabral Libi, vous l'avez dit, il vous l'a dit vous-même, il a dit ça au peuple, lui n'était pas de l'opposition, il faisait dans la proposition. Même si, voilà, euh, la définition de ce que c'est qu'un parti de proposition, euh, ça a des barrières. Ça dit que ça a des barrières quand même assez élastiques. Un côté, il est avec généralement le parti au pouvoir. De l'autre côté, quand, euh, quand il se fait bastonner, quand il prend quelques raclées de la part de ceux qu'il soutient, il se sent opposant. On l'a vu avec, le cas de Rand Foster, où subitement, il s'est plaint et voilà, il avait des réflexes d'un parti d'opposition, alors que tout le monde au Cameroun sait que Cabral Libi, en réalité, il ne fait pas partie de l'opposition. Donc, revenons donc au cas Michel Ndoki. Je le dis encore, Michel Ndoki, comme l'a précisé le président, ou alors comme l'a précisé le leader de la résistance nationale, le professeur Maurice Kamto, Michel Ndoki a tous ses droits. Mais maintenant, vouloir nous dire, nous accuser, nous autres, de que tout ce que nous sommes en train de faire au sein de tout ce que la diaspora est en train de faire dans le cadre de la résistance, on le fait pour Maurice Kamto. Ça, c'est encore une autre direction que Mme Ndoki ne devrait pas prendre. Parce que rien ne justifie le fait que euh, les personnes qui vont manifester devant les ambassades le font au nom du professeur Maurice Kamto. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto, par le passé, a pris ses distances avec ces personnes qui manifestaient devant les ambassades. Mais cela n'a pas empêché la base de continuer à manifester. D'ailleurs, le professeur Maurice Kamto ne va pas aller derrière, il ne va pas marcher, courir derrière chaque leader de la base pour leur dire arrêtez de manifester devant les ambassades. Le professeur Maurice Kamto a défini sa vision de la résistance. Il a dit que c'est une résistance pacifique. C'est une résistance qui va se faire sans effusion de sang. C'est le point de vue du professeur Maurice Kamto. Nous sommes des soutiens du professeur Maurice Kamto. Nous sommes au même titre que Michel Ndoki. Nous ne sommes pas tenus à respecter la ligne que le professeur Maurice Kamto suit.
Lorsque nous allons manifester devant l'hôtel intercontinental à Genève, la BAS emploie ses propres moyens. C'est les leaders, les membres et les sympathisants de la BAS qui prennent leur voiture, qui y mettent du carburant, qui vont loger dans les hôtels, qui passent leur temps dans les hôpitaux à traquer Biabi voleur. Voilà. Donc, de même que Mme Doki a le droit d'avoir son point de vue, de même que Mme Doki a droit à la différence, nous autres, au niveau de la base, nous avons aussi droit à la différence. Il est clair que nous poursuivons le même but, à savoir le chassement, à savoir renverser le pouvoir de Paul Biya, qui a fait de nombreux ravages au sein de la société camerounaise dans tous les sens. Nous poursuivons tous le même but, mais voilà, ce que l'on doit comprendre, c'est que de même que le professeur Maurice Kamto a son avis par rapport à la façon dont nous devons mener cette résistance, nous autres au niveau de la base, nous avons notre propre avis et nous allons mener cette résistance à notre façon. Nous respectons le choix du professeur Maurice Kamto, à savoir le pacifisme. Mais donc, il faut comprendre une chose. Nous espérons que le pacifisme du MLC ne va pas conduire à l'inertie du MLC. Bon, c'est déjà bien parce que certains membres du MLC, comme ce camarade de parti du côté des DA, qui a décidé que demain, puisque le RDPC a eu le droit de marcher, lui aussi avec les membres du MLC des DA, ils vont marcher sur le même chemin que ceux du RDPC. Parce qu'il estime que on ne peut pas restreindre le droit de manifester du MLC pendant que le RDPC continue à manifester. L'un des problèmes que l'on avait, et l'une de nos craintes au niveau de la brigade anti-Sadina de Douala, c'était que le pacifisme du professeur Maurice Kamto pourrait mener le MLC à l'inertie. Mais maintenant, il y a des cadres au sein du MLC qui ont décidé que non. Le président national, nous avons beaucoup de respect pour ce qu'il dit. Nous le considérons comme notre leader, mais cependant, nous on estime que voilà, on ne va pas rester dans l'inertie, on va continuer, on va manifester sous une autre forme. Je le dis donc. Donc, Mme Doki a le droit à la différence. Mais maintenant, qu'elle ne nous accuse pas, qu'elle ne dise pas que nous allons manifester parce que nous le faisons pour Maurice Kamto. Non. Le professeur Maurice Kamto nous a dit de ne pas manifester devant les ambassades. Il nous a dit de ne pas empêcher Biya d'aller se soigner au niveau de la base. Pourtant, nous sommes à 100% des soutiens de Maurice Kamto. Nous avons décidé de prendre notre voie. Pas que nous désobéissons à notre leader, mais nous estimons que le côté pacifique de notre leader ne va pas amener ce changement tant souhaité. Et il faut que Mme Doki comprenne une chose. Que dirait-elle des anglophones qui ont décidé de prendre les armes? C'est encore Maurice Kamto qui a demandé aux anglophones de prendre les armes. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a demandé aux anglophones de prendre les armes. La résistance anglophone, déjà, il faut comprendre quelque chose, c'est que cette résistance est un ensemble de cloisonnements. Ça veut dire que quoi? La résistance dans le Lébialem ne coordonne pas la résistance en Bui. La résistance en Bui évolue indépendamment de la résistance à Bamenda. Donc, les différents groupes armés qui sévissent dans le Nozo fonctionnent indépendamment les uns des autres. Il n'y a pas un système de coordination. Et c'est le même système que nous avons au niveau des bases. Les bases sont décentralisées. Ça veut dire que c'est chaque groupe de base dans les différents coins, à l'intérieur comme à l'extérieur, qui s'organise pour mener le combat. Et donc, Mme Doki ne peut pas réclamer un droit à la différence
et accuser les partisans du professeur Maurice Kamto, qui ont aussi droit à la différence que non, les actes qu'ils posent, c'est au nom de Maurice Kamto. Nous comprenons le désir de Mme Doki d'être reconnue comme leader. Mme Doki s'est dit, voilà, parce que le professeur Maurice Kamto, bon, d'après ce qu'elle dit, elle estime que le professeur Maurice Kamto est trop pacifique. Elle s'est dit que, bon, voilà, en décidant de créer son mouvement, la base allait la rejoindre. Non, la base ne va pas la rejoindre. Le leader de la résistance est le professeur Maurice Kamto. Cependant, nous avons des divergences de point de vue sur les voies et moyens de faire partie du régime de Paul Biya. Ces divergences de point de vue ne veulent pas dire que nous remettons en cause le leadership du professeur Maurice Kamto comme le fait Mme Doki. Parce que Mme Doki remet en cause le leadership du professeur Maurice Kamto. Nous, au niveau de la base, nous reconnaissons le professeur Maurice Kamto comme étant le leader de la résistance camerounaise. Et il a cette légitimité parce qu'au sorti des élections de 2018, le peuple camerounais s'est prononcé en faveur du professeur Maurice Kamto. C'est cette légitimité populaire que nous reconnaissons. Et rien d'autre. Mme Doki n'a pas été candidate à l'élection présidentielle 2018. Si elle avait été plébiscitée par le peuple comme l'a fait le professeur Maurice Kamto, c'est qu'aujourd'hui, la résistance nationale sera organisée autour de Mme Doki. Donc, que Mme Doki arrête d'aller dans toutes les directions, d'accuser dans toutes les directions. Le professeur Maurice Kamto, elle a parlé de leader providentiel. Chacun a sa compréhension du leadership du professeur Maurice Kamto. Elle voit dans le leadership du professeur Maurice Kamto une sorte de providence. Nous, par contre, nous estimons que le leadership du professeur Maurice Kamto a un fondement populaire à partir du moment où, à la suite des élections présidentielles 2018, le peuple camerounais a choisi Kamto comme étant le président de la République. C'est pourquoi nous lui avons donné le titre de président élu. Si Mme Doki estime que le titre de président élu, ça ne lui va pas, elle n'est pas contente avec, eh bien, elle a le droit de ne pas appeler le professeur Maurice Kamto le président élu. Mais nous autres, qu'elle ne nous empêche pas d'appeler le professeur Maurice Kamto le président élu. Elle a sa liberté à elle, nous avons la nôtre. Nous respectons la liberté de Mme Doki, elle respecte notre liberté. Donc, voilà des précisions qu'il fallait apporter par rapport au positionnement de Mme Doki. By the way, nous avons beaucoup de respect pour Mme Doki, parce qu'il faut le dire. Accepter de prendre des balles pour le peuple camerounais, il faut déjà le faire. Et pour cela, Mme Doki reste une icône de la résistance. Mais maintenant, c'est à elle de savoir ce qu'elle veut faire de son héritage politique. Parce qu'il faut bien le dire, Michel Doki a un héritage politique. Ce sera à elle de le gérer. Ce sera à elle de savoir si elle veut rejoindre la mangeoire nationale, comme l'a fait un certain Cabral Libi, et recevoir sa part, comme N'Djamène. Surtout que dans le cas de N'Djamène, ben on ne voit même pas ce qu'on lui a donné, même les miettes. Je veux dire, Momo Jean de Dieu, au moins, a un strapotin ministériel. Il est ministre délégué. Et lorsqu'on voit ce que N'Djamène a reçu pour sa trahison, ben c'est rien. C'est rien. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit N'Djamène sur certaines photos, on comprend qu'il regrette l'acte qu'il a posé. Mais désormais, il est tard. L'opposition camerounaise n'a pas besoin de transfuge. N'Djamène, tu restes là où tu es. Maintenant, si Mme Doki veut te suivre, qu'elle reste aussi là-bas. Je dis bien, c'est à Mme Doki de savoir comment est-ce qu'elle veut gérer
son héritage politique au sein de la résistance. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'elle a ses partisans, même dans la base. Mais la direction qu'elle est en train de prendre, même ses partisans au sein de la base, ne veulent pas la suivre. Donc c'est à elle de savoir ce qu'elle veut. Et maintenant, il faut comprendre une chose. Lorsqu'on parle d'émancipation, en relation avec Mme Ndoki, mais Mme Ndoki, quand même, elle est assez incroyable. Je veux dire, voilà, elle dit qu'elle veut créer son propre mouvement politique. Parce qu'elle estime qu'elle n'est pas en phase avec ce que le professeur Maurice Kamto présente comme programme de résistance. Mais Mme Ndoki, si vous voulez vraiment vous émanciper, mais quittez la maison parentale. Quittez définitivement la maison parentale. Vous n'allez pas rester dans la maison et dire que vous voulez vous émanciper. Démissionnez du MSC comme l'a fait un certain Jamen. Allez jusqu'au bout de votre logique. By the way, la démission au sein du MSC ne veut pas forcément dire que vous n'êtes plus dans l'opposition. Il me souvient que à l'origine, vous êtes une transfuge du CPP de Mme Kamwala. Vous quittez le CPP, le Cameroon People Party de Mme Kamwala pour vous retrouver dans le MSC. Mais si d'envergure, vous devez créer votre propre mouvement politique, cela ne sera pas interprété dans la résistance comme étant le fait que vous avez décidé de vous aligner derrière le pouvoir. C'est maintenant les actes que vous allez poser qui vont nous permettre de définir si Mme Ndoki s'est alignée derrière le pouvoir ou alors elle est restée fidèle à l'opposition. Donc voilà le fond du problème. Donc, Mme Ndoki, si vous voulez vous émanciper, émancipez-vous complètement, sortez de la maison parentale en présentant votre démission. C'est-à-dire que vous écrivez en bonne et due forme une démission dans laquelle vous précisez que vous n'êtes plus membre du MSC et que désormais vous avez créé votre propre mouvement politique. Et là, le peuple camerounais vous jugera par rapport à vos actions et par rapport à vos orientations politiques. C'est de ça qu'il s'agit et rien d'autre. Donc voilà ce qu'il fallait dire par rapport au point 1 de la communication de ce soir. Et la question qu'il faudra se poser, c'est que est-ce que Michel Ndoki ne veut plus être la fiancée du peuple? Est-ce que Michel Ndoki ne veut plus être la fiancée du peuple? C'est à elle de décider si elle veut être l'ex-fiancée du peuple. Voilà. Passons au point 2 de la communication de ce soir pour parler de la fameuse neutralité suisse. Ça, c'est un point que j'ai toujours voulu développer ici. Dans un précédent direct de la brigade anti-Sardina, je crois que c'était le dernier direct que nous avons fait, nous avons parlé de la neutralité suisse. Moi, je vais vous dire en quoi consiste la neutralité suisse. La neutralité suisse consiste à faire inviter Paul Biya dans un hôtel 5 étoiles et lorsque les opposants de Paul Biya se rendent devant l'hôtel pour manifester, là, la fameuse neutralité suisse consiste à bastonner, consiste à terroriser, les opposants à Paul Biya. Oui, lorsque la base décide d'aller manifester et que la Suisse, dans un premier temps, refuse le droit de manifester, ensuite, ou alors après dit à la brigade anti-Sardina, nous allons tolérer votre manifestation. Et que dans le même temps, la police anti-émeute suisse, ou alors la racaille, qui sert de police anti-émeute suisse, se permet de bastonner l'opposition à Paul Biya, vous devez vous poser une question, vous qui êtes sur cette page de la brigade anti-Sardina de Douala, c'est de savoir est-ce que la Suisse est neutre. La Suisse n'est pas neutre. La Suisse ne peut pas accueillir Paul Biya, lui faire dépenser les milliards du contribuable camerounais
Et lorsque ses opposants sont en train de manifester à l'extérieur, les faire bastonner par la police anti-émeute suisse. La police anti-émeute suisse est raciste. Et la Suisse elle-même est raciste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, à ce propos, et certainement par rapport à cette fameuse neutralité suisse, il y a le professeur Achille Mbembe qui a fait une production, qui a fait une sortie épistolaire sur cette fameuse neutralité suisse. Neutralité à la con. La Suisse n'est pas neutre, elle n'a jamais été neutre. La neutralité suisse a toujours évolué au gré des intérêts de la Suisse. No way, la Suisse n'a jamais été neutre. La Suisse est un État esclavagiste qui s'est toujours servi du recel comme moyen de survie afin d'appauvrir les pays du tiers-monde. 99% des dictateurs à travers le monde, lorsqu'ils volent l'argent dans leur pays d'origine, ils vont le cacher en Suisse. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été ainsi. Et la Suisse essaie de vendre à l'opinion qu'elle est un pays neutre. Non, elle n'est pas du tout un pays neutre. Elle n'a jamais été un pays neutre. La Suisse est un État esclavagiste. La Suisse pratique l'esclavagisme moderne pour survivre. En fait, la Suisse, du point de vue richesse du sous-sol, la Suisse est un pays pauvre. La question que vous devez vous poser, c'est de savoir, mais comment est-ce que la Suisse fait pour avoir un PIB plus élevé que celui du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, bref, de tous les pays de l'Afrique francophone réunis. La Suisse réussit à avoir un PIB plus élevé que tous ces pays-là réunis. Vous devez vous poser la question de savoir où est-ce qu'elle prend tous ces moyens-là, alors que c'est un pays qui ne peut même pas produire 1 gramme de pétrole. Je dis 1 gramme de pétrole, ça n'existe pas. Eh bien, vous comprenez que la Suisse vit du recel, du vol, pratiqué partout, à travers le monde. Donc, voilà, j'ai retrouvé ce fameux article d'Achille Mbembe. En fait, ce n'est pas un article. Il s'agit en fait, euh, disons, d'une interview accordée par Achille Mbembe à un journaliste suisse sur cette fameuse neutralité suisse. S'il vous plaît, j'aimerais vous lire le contenu de cet échange qu'a eu le professeur Achille Mbembe et le journaliste helvétique. Donc, je vais lire. Depuis le 11 juillet, le Cameroun a les yeux rivés sur Genève. Presque comme chaque été, son président Paul Biya loge à l'hôtel intercontinental. Pendant ce temps-là, ses opposants peinent à se faire entendre aussi bien dans la rue qu'ailleurs. Pour le philosophe et historien Achille Mbembe, la Suisse se complaît dans l'ignorance. Né au Cameroun en 1957, cette grande voix africaine a fait sa carrière académique à Paris puis à Dakar et aux États-Unis. Il enseigne désormais à l'université de Johannesburg. Ses œuvres, dont de la post-colonie, critique de la raison nègre et plus récemment brutalisme, sont devenues des références. Il a récemment accepté la proposition du président Emmanuel Macron de préparer le prochain sommet France-Afrique, une tâche pour laquelle il ne reçoit pas 1 centime, assure-t-il autant. Voilà, maintenant ça c'est la présentation du problème. Maintenant je vais vous lire l'interview. L'interview est tout aussi bien. Je veux dire, Achille Mbembe a dit des choses assez incroyables. J'espère que je pourrais vous lire cette interview. C'est une interview qui vaut la peine d'être lue
Parce que là, ça décrit à peu près ce que j'essaie de dénoncer sur cette page de la brigade anti-Sartina. Donc, permettez-moi de retrouver cette interview. Je vais la retrouver. Ça pourra se faire. Donc, le journal dans lequel Achille Bembe a accordé l'interview s'appelle Le Temps. Donc, voilà. La première question du journaliste du Temps, c'est la suivante. Le Cameroun de votre jeunesse ressemblait, dites-vous, à un jardin d'Éden. Ça, c'est la question que pose le journaliste du Temps. Achille Bembe répond en ces mots. Dans les années 1970, le Cameroun figurait parmi les pays les plus performants du continent africain. Un puits de richesse tant au niveau de ses ressources naturelles et hydrographiques qu'humaines, économiques et éducationnelles. Au moment où nous parlons, il est l'un des pays les plus corrompus, non seulement d'Afrique, mais du monde. C'est un pays en guerre. Cette guerre choisie est responsable de milliers de morts et de l'exode de plus d'1 million de réfugiés. C'est aussi un pays où les libertés fondamentales sont constamment bafouées, où les opposants sont jetés en prison sans être jugés, et l'homme qui est à sa tête passe l'essentiel de son temps dans un hôtel luxueux à Genève, où la nuitée coûte environ 5 000 francs. Pour un pays où le revenu journalier de plus de 30% de la population est de moins de 2 dollars, il faut le faire. Bon, maintenant, question du journaliste du Temps. Certes, mais ce n'est pas la Suisse de régler les problèmes du Cameroun. Ça, c'est la question que le journaliste lui pose. Donc, le journaliste lui dit, après le développement que je viens de lire plus haut, certes, mais ce n'est pas à la Suisse de régler les problèmes du Cameroun. Et ensuite, bébé, de répondre ceci. Je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent dicter la conduite de la Suisse. Je fais simplement un constat. La Suisse a une grosse part de responsabilité dans le drame qui se joue au Cameroun. À travers son système bancaire et par le biais des transferts illicites qui y transitent, elle participe à l'appauvrissement du continent africain. Une partie importante des capitaux qui devraient contribuer au développement de l'Afrique transitent par la Suisse et sont reversés dans les réseaux qui encouragent la violence sur le continent. La Suisse se prétend neutre, mais en réalité, elle ne veut rien savoir. Or, c'est justement ce mur de l'ignorance et de l'indifférence qui passe pour de la vertu qu'il faut casser. Question du journaliste de Temps. Maintenant, c'est la question du journaliste de Temps. Donc, le journaliste du Temps pose la question suivante. La force de la Suisse est justement de ne pas être interventionniste. Elle protège ses visiteurs indépendamment de leur affiliation politique. Cette indifférence est constitutive de sa neutralité et fait d'elle une terre de dialogue. Ça, c'est le constat du journaliste du Temps, du journal Le Temps. Et écoutez la réponse d'Achille Bembe. Ça, c'est la partie que j'adore. Achille Bembe a aussi ce journaliste. Achille Bembe répond ceci. Réprimer de pauvres gens qui souhaitent s'exprimer sur une place publique n'est pas neutre. Ce que nous avons vu en Afrique, ce sont des images de policiers suisses s'acharnant sur des Noirs désarmés qui ne demandaient qu'à se faire entendre. En leur refusant la possibilité de témoigner, la Suisse n'a certainement pas agi en faveur du dialogue. Elle a pris parti pour un tyran au pouvoir depuis 38 ans, Paul Biya, qui a passé environ 5 ans de sa vie à l'hôtel intercontinental à Genève. Pour les Camerounais, ce monsieur est un citoyen suisse. Ne sont pas suisses, en revanche, les migrants camerounais qui sont contraints de quitter leur terre, car leurs conditions de vie ont été saccagées par des pays qui soutiennent les tyrans africains. Si la Suisse était réellement neutre, elle n'adopterait pas une politique anti-migratoire aussi sévère à l'égard du continent africain. Et elle n'étoufferait pas les voix qui se lèvent lorsqu'elle abrite à l'hôtel intercontinental un monsieur qui devrait être à la haie. Waouh! Ça, c'est la réponse d'Achille Bembe. Donc, maintenant, le journaliste du Temps relance Achille Bembe et pose cette question. Notre neutralité serait-elle un prétexte pour s'enrichir? Voilà la question. La réponse d'Achille Bembe. La force de la Suisse, c'est la finance internationale. Elle héberge
un conduit de réseau financier et l'incohérence de sa politique africaine vient du fait qu'elle souhaite simultanément s'en laver les mains. Cette déresponsabilisation est tout sauf neutre. Waouh! C'est chaud. Maintenant, le journaliste du Temps pose une autre question. Et celle-ci a relation avec le FMI. Donc là, il pose la question suivante. Vous êtes également critique envers le soutien financier que le FMI a accordé au Cameroun dans la lutte contre le Covid et qui s'estime à ce jour à 382 millions de dollars. Réponse du professeur Shinbembe. Tout le monde sait qu'une bonne partie de ces prêts est volée par un régime corrompu. Mais là encore, personne ne souhaite être tenu pour responsable parce qu'au fond, cet argent continuera d'alimenter les transferts illicites du continent africain vers l'Europe et les paradis fiscaux parmi lesquels figure la Suisse. Waouh! Une autre gifle. Mouf, Achille me mettait chaud. Prochaine question du journaliste du Temps. La Suisse a un constat. Je lis la phrase. Excusez-moi, je suis un peu ému par les réponses du professeur Achille. Mais maintenant, il faut que je me calme pour que vous puissiez bien suivre les questions. Voilà, la question du journaliste du Temps est la suivante. La Suisse a incontestablement eu un rôle dans la fuite des capitaux africains. Depuis la disparition du secret bancaire en 2009 et la loi sur le blanchiment d'argent, qui est constamment renforcée, il est devenu plus difficile de recycler son argent en Suisse. Serions-nous en train de payer les frais de nos crimes dans le temps? Ça, c'est la question du journaliste du Temps. La réponse de M. Achille Bembe, du professeur Achille Bembe. Ce qui compte, c'est de reconnaître la vérité et de cesser de se complaire dans une stratégie d'auto-aveuglement. Ceci implique de reconnaître ses responsabilités, qu'elles aient trait au passé ou au présent. Actuellement, plusieurs pays européens sont chacun à leur façon en train de réexaminer leur rapport passé avec le continent africain. Je travaille d'ailleurs en ce moment même sur cette question avec Emmanuel Macron en vue du sommet France-Afrique qui aura lieu à Montpellier au mois d'octobre. Comment faire pour refonder une relation entre l'Afrique et la France? Je le fais pour la France et je le ferai pour d'autres pays qui souhaitent bâtir un autre futur avec l'Afrique. Question du journaliste Le Temps. N'étant pas un pays colonisateur, pourquoi la Suisse s'encomberait-elle avec ce genre d'interrogation? Réponse d'Achille Bembe. Ne pas avoir colonisé ne signifie pas qu'on n'est pas raciste. Il existe en Suisse un inconscient raciste qui la préserve par exemple de reconnaître son rôle négatif en Afrique. N'oublions pas que l'ignorance est aussi une forme de pouvoir. Le fait qu'il soit aujourd'hui possible de l'évoquer dans vos tribunes est déjà, il faut le reconnaître, un pas dans la bonne direction. Mais cela ne suffit pas. Il faut aller plus loin. Question du journaliste du Temps. Le Temps, c'est comme je l'ai dit, c'est le titre du journal. Ou bien alors, c'est le nom qu'on donne à ce journal-là. À quoi nous servirait-il d'aller plus loin? Donc, c'est la question du journaliste. C'est-à-dire le journaliste helvétique pose la question à Achille Bembe de savoir à quoi est-ce qu'il leur servirait d'aller plus loin. Réponse d'Achille Bembe. L'avenir du monde se joue en Afrique, dans un contexte de rivalité croissante entre les États-Unis d'un côté et la Chine de l'autre. L'Europe, y compris la Suisse, a tout intérêt à refonder ses liens avec l'Afrique. Question du journaliste du Temps, du journal Le Temps. L'Afrique n'est-elle pas déjà chinoise? Vous voyez la question? La question est formulée. Le journaliste Helvéti pose la question de savoir si l'Afrique n'est pas déjà chinoise. Réponse du professeur Achille Bembe. Elle est fortement endettée vis-à-vis de la Chine. La Chine est en Afrique, nous le savons, pour avoir accès à ses ressources naturelles. Elle ne partage cependant pas de liens historiques coloniaux avec elle. Or, c'est en sortant de l'ignorance que les contentieux peuvent être réglés, et c'est en faisant face à la vérité que l'Afrique et l'Europe auront la possibilité de bâtir ensemble une nouvelle ère. Ceci vaut également pour la Suisse. Waouh! Donc voilà un peu l'intégralité de l'interview
que le professeur Achille Bébé a délivré au journal Le Temps, qui est d'ailleurs un journal en ligne. Je vous conseille d'aller tout simplement sur Internet et de taper www.letemps.ch et vous aurez l'intégralité de cet échange entre Achille Bébé et le journal Le Temps. Donc je vais revenir juste pour vous dire que à travers ce que le professeur Achille Bébé vient de dire, vous et moi nous sommes définitivement convaincus que le racisme en Suisse, c'est un racisme inconscient, comme l'a dit le professeur Achille Bébé, et que la Suisse continue à se cacher derrière le fait que il y a cette neutralité suisse qui existe, parce que voilà, elle a invité Paul Biya et les opposants à Paul Biya ont le droit de manifester. C'est faux. C'est pas de la neutralité. Dans un premier temps, lorsque vous invitez Paul Biya, c'est pas intérêt. Parce que vous devez comprendre une chose. La Suisse a dit ceci. Elle a dit qu'elle invitait Paul Biya, ou alors qu'elle avait demandé à Paul Biya de rester pour des raisons humanitaires. Et donc, de façon indirecte, elle admettait que Paul Biya est là pour ses soins médicaux. Ok. Maintenant, les opposants de Paul Biya voudraient aussi être là. Ils voudraient avoir le droit de manifester. Mais vous leur tirez dessus avec des balles en caoutchouc. Vous les arrosez avec des bombes lacrymogènes. Vous les tapez dessus. Les images de cette maltraitance des Noirs par la racaille qui sert de police anti-émeute à la Suisse ne sont pas différentes des images que l'on avait lors de l'apartheid en Afrique du Sud. Il faut que cela soit dit. Que les Suisses le comprennent très bien. Demain, quand nous allons prendre le pouvoir, nous aurons envie de nous revenger. Nous aurons toutes les raisons de nous revenger contre la Suisse. Vous ne pouvez pas bastonner les opposants à Paul Biya et penser que quand Paul Biya ne sera plus au pouvoir demain, nous n'allons pas vous rendre ce que vous nous avez fait en Suisse. L'histoire retiendra que la police suisse a bastonné des Camerounais, a tiré des bombes lacrymogènes sur des manifestants camerounais qui ne désiraient qu'exprimer leur point de vue. Voilà la vérité. Que la Suisse le sache très bien. Le moment venu, nous allons nous revenger. Et puis que la Suisse arrête de parler de chocolat suisse. Voilà un pays qui n'arrive même pas à produire un petit cacao. Je veux dire, tout le monde le sait. Le produit de base pour la production du chocolat, c'est le cacao. Et le cacao ne pousse pas en Suisse. Lorsqu'on vous dit que la Suisse est célèbre pour son bon chocolat, la question que vous devez vous poser de savoir, c'est mais attends, quel chocolat? La matière de base du chocolat, vous la produisez où? Pour être un pays de référence dans le chocolat, c'est des bêtises. Ils vont jusqu'à prendre des labels qui n'ont rien à faire avec leur pays d'origine. Parce qu'on peut parler du chocolat camerounais, on peut parler du chocolat ivoirien, on peut parler du chocolat guinéen. Parce qu'en fait, la matière première du chocolat est cultivée dans ces pays-là. Mais lorsque la Suisse a un label chocolatier qui est considéré comme l'un des meilleurs du monde, comme l'un des meilleurs au monde, la question que vous devez vous poser, c'est de savoir, mais attends, vous produisez le cacao. C'est comme la France. La France a une industrie pour raffiner le pétrole. Mais est-ce que la France est productrice de pétrole? Non. C'est le pétrole camerounais, c'est le pétrole centrafricain, c'est le pétrole gabonais, c'est le pétrole tchadien, c'est le pétrole de certains pays anglo-saxons d'Afrique que l'on récupère pour aller raffiner en France. Voilà la vérité. De même que la France ne peut pas se vanter d'avoir un type de pétrole spécial, la Suisse n'a pas le droit de se vanter d'avoir un chocolat spécial.
puisqu'il ne produit pas la matière première qui est le chocolat. Et même de ce côté, le président du Ghana a dit que plus jamais le chocolat ghanéen ira en Suisse pour produire le fameux... il a dit que le cacao ghanéen n'ira plus jamais en Suisse pour faire produire, pour permettre la production du fameux chocolat suisse. Vous vous rendez compte, le marché du chocolat dans le monde, le marché du chocolat, la chocolaterie, c'est un marché de 102 milliards. 102 milliards. Vous savez quel est ce que l'Afrique retire de ce marché de 102 milliards? 102 milliards de dollars. Pour ceux d'entre vous qui me posent la question de savoir, mais 102 milliards de combien de francs CFA? Non. Je dis bien le marché du chocolat dans le monde. C'est 102 milliards de dollars. Et vous connaissez combien gagne le cultivateur africain sur ces 102 milliards? Le cultivateur africain qui est à la base de ce chocolat-là ne reçoit que sur les 102 milliards, il ne reçoit que 2 milliards. Le reste, c'est les grandes compagnies dans le monde qui ne peuvent produire le chocolat que grâce au travail du cultivateur africain. C'est eux qui empochent les 100 milliards. Ça veut dire que quoi? Que si nous décidons de ne pas mettre à la disposition de la Suisse, de ne pas mettre à la disposition de la France, de ne pas mettre à la disposition des pays industrialisés le chocolat, ils n'auront rien. Ils n'auront aucun chocolat. Et comment expliquer que le marché de la chocolaterie dans le monde, c'est-à-dire les industries, les industries de chocolaterie dans le monde, ils font un bénéfice net de 102 milliards de dollars. Je dis bien, ils font un bénéfice net de 102 milliards. Le marché de la chocolaterie dans le monde, c'est un bénéfice net de 102 milliards. Et l'Afrique, qui est à la base même du chocolat, parce que c'est en Afrique que l'on produit le cacao, ou bien en Amérique du Sud, que ces pays n'ont que 2 milliards de dollars. Et les 100 autres milliards, c'est les industries de la chocolaterie en Europe qui se partagent ce marché. Je ne vois pas ici la nécessité de continuer à leur vendre le chocolat. Soit nous mettons en place, sur place au Cameroun et dans les pays africains, une industrie qui transforme le produit de ces chocolats sur place et les vend à travers le monde, ou alors on trouve un autre moyen. Parce que si nous devons continuer à travailler pour les industries occidentales, cela ne vaut pas la peine. Bête à personne ne mange plus le chocolat à travers le monde. Voilà la vérité. Donc, c'est un peu un développement qui n'a forcément rien à voir avec la fameuse neutralité suisse. Je me suis un peu emporté. Donc, je reviens maintenant pour passer au point 3. Et sur le point 3, nous allons parler de Genève 3. Genève 3, les préparations vont bon train. Tout à l'heure, nous avons discuté avec les différents membres de la BAS en Allemagne, en France, au Benelux. Et voilà, je peux vous confirmer ce soir que les préparations pour Genève 3 vont bon train. En fait, il y a un problème de fond qui se pose. Ce problème de fond, je ne peux pas le développer ici parce que c'est un secret de la BAS. Mais bon, voilà, lorsque le problème de fond sera résolu, la manifestation qui est prévue pour samedi, certainement, pourra se dérouler comme prévu. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Suisse a pris position. La Suisse a décidé de cacher le lieu de résidence de Paul Biya. Et donc, cette fameuse neutralité dont je viens de parler tout à l'heure n'a aucun sens. La Suisse est responsable, c'est elle qui a décidé que, voilà, elle allait cacher l'endroit où Paul Biya se soigne et elle allait récupérer les milliards du peuple camerounais. Les Camerounais peuvent mourir de faim, ils peuvent mourir de froid. Les Camerounais n'ont pas d'eau à boire.
Leur président a cependant le droit d'aller dépenser près de 30 millions, près de 30 millions de francs CFA par jour, par nuitée à l'hôtel Intercontinental. Cela ne gêne pas la Suisse. Les autorités suisses s'en battent les couilles, ils s'en mettent plein les poches. L'essentiel, c'est que BIA vienne déposer de l'argent dans leur banque, et surtout dans l'économie de ce pays. Et voilà, il va aussi visiter des hôpitaux suisses. Il va également dépenser l'argent du peuple camerounais à l'intérieur. Pour les Suisses, la neutralité signifie se préoccuper d'abord de leur intérêt. Donc, si BIA peut vider toutes les caisses du peuple camerounais et de mettre ça à la disposition de la Suisse pour que la Suisse continue à vivre, eh bien, c'est tout bénéf pour la Suisse. Voilà, Genève 3 aura lieu. Les préparations dans les états-majors, parce que vous devez le savoir, il n'y a pas seulement la base qui est sur le terrain, il y a les Bobby-Tanap qui sont sur le terrain, il y a les Amazones de la Résistance, il y a Yes Cameroun Weekend. Tous ces groupes de la Résistance ont établi des quartiers généraux en Suisse et sont en train de préparer Genève 3. Genève 3, bien entendu, on n'aura pas d'autre choix que d'affronter la racaille qui sert de police anti-émeute à la Suisse. Nous allons le faire. Les membres de la base en Europe vont le faire parce que justement c'est nécessaire. Ils vont devoir affronter la police suisse. On va devoir se faire gazer par la police suisse, comme à l'époque les Juifs l'ont été, par les Allemands. Et donc, c'est la seule voie de nous faire entendre et nous allons emprunter cette voie-là. Nous n'aurons pas d'autre choix. Genève 3 aura quelques petites surprises. La base est préparée à produire quelques petites surprises. Nous n'allons pas en dindon de la face. Nous aurons aussi notre mot à dire. Indépendamment de ce qu'on pourra faire là-bas, l'armée suisse, la police suisse, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous allons manifester, nous allons être bruyants, nous n'allons pas nous laisser faire. Donc voilà, ce doit être clair, le message doit être clair. La Suisse ne peut pas croire qu'elle va permettre à Paul Biya de résider en Suisse et de dépenser l'argent du contribuable camerounais, de jeter l'argent du contribuable camerounais par les fenêtres et la base ne restera tranquille. Non, la base va réagir et nous allons réagir violemment. Nous n'aurons pas peur d'affronter la police anti-émeute suisse. Nous n'allons pas non plus là-bas parce qu'on veut tuer les policiers suisses. Même si nous avons toutes les raisons de le faire, le seul fait qu'ils nous bombardent avec des bombes lacrymogènes, le seul fait que des combattants comme Nana ont reçu des jets d'eau sur la face et il a dû aller chez un médecin pour se faire soigner. C'est vrai qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, mais seulement ce seul fait permet de montrer la sauvagerie de la racaille qui sert de police anti-émeute en Suisse. Nous serons là, nous allons affronter cette racaille pour une dernière fois. Des États esclavagistes suisses, la Confédération ou alors les confédérations esclavagistes suisses devront nous tuer nous tous parce que nous remontons à la sauce ce week-end. Nous serons en Suisse. Nous allons défendre l'honneur du peuple camerounais. Nous allons nous battre pour que l'argent du contribuable camerounais ne soit plus dilapidé en Suisse. Voilà. C'est la raison pour laquelle la base va se battre. Genève 3 aura lieu. Je peux vous le confirmer ce soir. On est en train de prendre des mesures pour s'y rendre. Biya a décidé de défier la base. La base relève le défi. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à Genève 3. Passons à la partie 4 de la communication de ce soir. Vous savez, ça fait déjà 1h10 de live. Et nous sommes au Cameroun. Ça coûte cher de pouvoir tenir tout le temps. Donc, passons au point 4 de la communication de ce soir pour parler de la désertion au sein de l'armée camerounaise. Voilà.
vous devez comprendre une chose. L'armée camerounaise est en pleine déroute. Que ce soit dans les fronts, euh, dans l'extrême nord, ou alors dans le front, dans le Nozo, l'armée camerounaise se fait massacrer. Et cela à l'origine d'une désertion pas possible. Et voilà, il y a un soldat de l'armée camerounaise qui en parle. Bon, espérons que nous allons retrouver le document pour vous le présenter. Euh, D'abord, dans un premier temps, parlons de ce qui se trame. Il y a des bruits de bottes au niveau de l'armée camerounaise. Et Michel Bienton, vous le savez très bien, Michel Bienton, c'est un journaliste qui dispose de beaucoup de renseignements, qui a beaucoup de contacts dans l'armée camerounaise et qui en temps réel sait ce qui se passe au sein de cette armée camerounaise. Donc voilà, ce que vous devez déjà comprendre, c'est qu'il y a des bruits de bottes, il y a des officiers supérieurs de l'armée camerounaise euh, qui menacent de chasser Paul Biya si l'armée ne devait pas être reformée. En fait, à l'origine de cela, vous devez comprendre c'est que il y a eu cette déculottée dans le Nozo et dans la partie septentrionale du pays où l'armée camerounaise a perdu des soldats avec des désertions en masse. Alors, les officiers de l'armée camerounaise ont menacé de chasser Paul Biya s'il ne reformait pas l'armée. Et je vais vous lire un peu l'article de Michel Bienton par rapport à cela. Donc, voilà, c'est une exclusivité. Je vous lis l'article. L'heure est au bruit de bottes au sein de l'armée camerounaise. Alors que 13 soldats sont tombés ce 27 juin 2021 au Libyalem et que l'armée subit d'énormes pertes dans le cadre du conflit anglophone, un groupe d'officiers des forces de défense a de sources dignes de foi adressé ce 28 juin 2021 à 8h30 une note confidentielle de 12 pages à HP. HP, c'est le nom de référence que. Bref, c'est le nom de référence dans le jargon de l'armée camerounaise que l'on attribue à Paul Biya. Donc, je continue à lire. Dans cette note confidentielle qui circule en ce moment sous cap dans les milieux du renseignement, ces officiers suggèrent à Paul Biya une réforme de l'appareil sécuritaire de l'État. Ministère de la Défense, Secrétariat d'État à la Défense, Garde présidentielle, Direction de la sécurité présidentielle. Dans la note secrète, les hauts gradés donnent 20 jours au chef suprême des forces armées pour engager ces réformes, faute de quoi ils promettent de le débarquer par la force. Les officiers anonymes réclament également à Paul Biya la tête d'Émile Bankui, le commandant de la division de la sécurité militaire, accusé dans la note confidentielle d'instrumentaliser les militaires pour des sales besognes et de protéger auprès de leur hiérarchie ceux qui ne payent pas les primes des soldats. Voilà. Ça, c'était le développement de Michel Bienton par rapport à ces bruits de mutinerie au sein de l'armée camerounaise. Dans un précédent direct, nous vous avons démontré qu'il y avait des soldats camerounais qui se mutinaient et que les scènes de mutinerie étaient de plus en plus nombreuses. La brigade anti-Sargina de Douala a déposé sur sa page les revendications de certains militaires qui refusaient d'obéir à un colonel de l'armée camerounaise sous prétexte que ce colonel était en train de détruire leur habitation. En fait, ils se sont déployés dans un endroit dans le sud-ouest et ils ont demandé à l'armée de leur fournir ne serait-ce que des bâches pour qu'ils puissent construire des casernes. L'armée ne leur a pas fourni cela. Et donc, ils ont pris du matériau quelque part, ils ont construit des baraques pour pouvoir dormir à l'abri des intempéries. Le colonel qui commandait le détachement est venu détruire cela. Et ces militaires camerounais ont décidé de se mutiner et de se désengager. Nous avons mis ces images à votre disposition
sur la page de la brigade anti-assassinat de Douala. C'était vraiment une mutinerie. Et maintenant, nous avons d'autres images qui nous sont parvenues. Et c'est des images d'un soldat camerounais euh, qui se retrouve actuellement au front. Et voilà, ces images, si on pouvait les retrouver, dans tous les cas, la base de Douala a mis ces images à votre disposition. Pour ceux d'entre vous qui sont assidus sur les pages de la base, vous avez certainement vu ces images-là parce qu'en fait, c'était des images assez incroyables. Hein. C'était des images très choquantes de l'armée camerounaise avec des accusations de détournement des primes. C'était des soldats qui formulaient à visage ouvert. Ça veut dire que voilà, ils ont formulé de façon ouverte devant, ils ne se cachaient même pas. Ils disaient que l'adjudant qui commandait leur détachement euh, avait fui avec la prime qui revenait à chacun d'entre eux. Donc voilà, vous voyez un peu que euh, nous espérons que nous allons retrouver ce élément-là parce que c'est très important de comprendre un peu ce qui se passe dans l'armée camerounaise. Je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup de remous dans l'armée camerounaise. Vous voyez un peu que face aux défaites qu'ils subissent devant les Amazoniens, parce que vous devez comprendre une chose. Au départ, l'armée camerounaise a cru que parce que voilà, les Amazoniens employaient des moyens rudimentaires, ils auraient rapidement le dessus. Aujourd'hui, la guerre a déjà duré pratiquement 5 ans. Les Amazoniens ont eu le temps de se perfectionner et ils savent monter de véritables opérations militaires avec des conséquences désastreuses sur le plan humain pour l'armée camerounaise. Vous avez pu le lire avec, il y a récemment eu la mort de 13 soldats camerounais en une seule journée. C'est ce jour-là, l'armée camerounaise a enregistré le plus grand nombre de soldats perdus en une seule journée dans sa lutte contre les insurgés anglophones. Et dans le même temps, des images nous sont parvenues et c'était des images en relation avec la guerre dans le Nozo. C'était des images de militaires carbonisés. C'est-à-dire que quoi, on a fait d'eux, après les avoir tués, on les a braisés comme du soya. Donc sur les deux fronts de lutte, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et du coup, il y a des officiers supérieurs qui estiment que la façon dont est menée la guerre au Cameroun et surtout la structuration actuelle de l'armée camerounaise ne correspond pas à ce qui devrait être fait pour lutter plus efficacement sur les deux fronts que sont le Nozo et la guerre contre Boko Haram dans la partie septentrionale du pays. Donc voilà, permettez-moi, je vais répondre à quelques petites questions là, quelques petites préoccupations. Il y a au-dessus là, il y a au-dessus là un certain, notre ami là. Il y a les Mbassa qui dit montre-toi, Ibala ne se cachait pas. Et le même les Mbassa dit petit lâche sous-marin. Donc je vais répondre. Je n'ai pas l'habitude de répondre à ce type de commentaires. La première des choses que je vais dire à M. Limbassa, c'est que M. Limbassa, aussi longtemps que vous restez poli, que vous restez courtois, vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez sur la page de la brigade anti-Sardina. Vous savez, on n'est pas en train de chasser Biya, qui est un dictateur, pour être aussi des dictateurs. Vous avez le droit d'avoir votre point de vue, de me traiter de petit lâche. Euh, Moi, je n'estime pas que je suis un lâche. Déjà, il faut avoir le courage euh, de mettre en direct au Cameroun. Ça, c'est ce courage. J'ai déjà bravé cette peur. J'ai traversé cette barrière de la peur pour faire ce direct avec des amis qui m'entourent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut préciser, et ça, c'est très important à dire, c'est que euh, Monsieur Limbassa, nous avons de bonnes raisons pour nous cacher. Vous le savez très bien. Si d'envergure, le régime
devait mettre la main sur les membres de la brigade anti-Sadina de Douala, nous irons tous en prison. Et pour de nombreuses années. Le problème, c'est que nous estimons que c'est en restant libre que nous pourrons aider à faire partie ce régime. Le vrai militaire sur le champ de bataille se débrouille pour ne pas être tué. Parce que, aussi longtemps qu'il est en vie, il va infliger des pertes à l'ennemi. Donc, nous sommes dans cette logique, nous allons continuer à nous cacher, mais donner des coups, des vrais coups à ces militaires-là. Voilà, c'est des réponses que je voulais apporter comme ça, monsieur Les Bassa. Et je reprécise encore, monsieur Limbassa, aussi longtemps que vous êtes poli et courtois sur la page de la brigade anti-Sadina, vous avez le droit de dire n'importe quoi. Si d'envergure, vous devez insulter quelqu'un, ou alors manquer de respect à qui que ce soit sur cette page, nous allons vous bloquer. Notre credo au niveau de la page de la brigade anti-Sadina de Douala, c'est que nous n'insultons personne. Nous respectons tout le monde. Et chacun a le droit de parler aussi longtemps qu'il respecte les droits des autres. Voilà. Donc, nous n'allons pas chasser un dictateur pour installer la dictature au Cameroun. Non. La liberté d'expression est sacrée. Nous allons chasser un dictateur pour permettre aux fils du Cameroun de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets en respectant leurs contradicteurs, en respectant leurs interlocuteurs. Voilà. Voilà. Nous allons passer maintenant, parce que nous étions ici sur le thème de la désertion au sein de l'armée camerounaise. Voilà, nous allons passer au point 5, le dernier point de la communication de ce soir, qui porte sur le major de la promotion tribale. Je vous ai dit, quand je présentais les titres de la communication de ce soir, que nous avons voulu à tout prix dire quelque chose par rapport à cette histoire de ce militaire camerounais qui serait major de sa promotion à Saint-Cyr. Pour vous dire que, voilà, le régime, une fois de plus, a organisé un gros mensonge. Il a organisé un gros mensonge et dit qu'un Camerounais, qui s'appelle, je crois, Mbalandi, est major de sa promotion à Saint-Cyr. La question qu'il faut se poser, c'est de savoir, mais pourquoi est-ce que le régime organise un gros mensonge par rapport à quelqu'un qui n'est pas major de sa promotion? Parce qu'il faut bien le comprendre. Monsieur Mbalandi n'est pas le major de sa promotion. C'est du mensonge. Et tout à l'heure, vous aurez le nom du major de la promotion de Mbalandi. Donc, revenons d'abord sur un article de l'officier Patrice Nganan, de l'officier Patrice Ngassam. Waouh, vous savez, bon, c'est facile de confondre Patrice Ngassam à Patrick Nganan. Vous et moi, nous sommes quand même d'accord que c'est trop de Patrice et trop de Nga. Non, Patrice Ngassam et Patrice Nganan. Voilà, l'officier Patrice Ngassam a fait un article sur ce fameux major de la promotion que nous qualifions sur la page de la brigade anti-Salina de major de la promotion tribale. Parce qu'en fait, il n'est pas major. Ce gars, ce Mbalandi que l'on vous présente partout sur les réseaux sociaux, qui était accueilli par le Premier ministre, je le dis encore, chers Camerounais, vous devez vous poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que le régime a intérêt à présenter ce gars comme étant un major de sa promotion? Pour la raison toute simple. Je vous ai parlé tout à l'heure de toutes les raclées. Hein. Je vous ai parlé tout à l'heure des défaites militaires que la troupe, que la milice tribale de Paul Biya est en train de subir dans la partie occidentale et la partie septentrionale du pays. Alors, quelqu'un au sein de l'état-major des armées camerounaises a estimé que on pouvait utiliser le nom d'un officier qui revient de formation à Saint-Cyr pour revigorer le moral de l'armée camerounaise qui est complètement à berne.
Alors, ce qui se passe, c'est que, voilà, on va créer cette situation de major pour dire, regardez, l'armée camerounaise forme de très bons officiers. Bon, mais si l'armée camerounaise forme de très bons officiers, les résultats sur le terrain nous montrent plutôt le contraire. Parce que généralement, ce qu'on voit ces derniers temps dans l'information, c'est que l'armée camerounaise est en déroute sur les deux fronts que constitue la lutte contre les insurgés anglophones dans le Nozo et la lutte contre Boko Haram, la lutte armée contre Boko Haram dans la partie septentrionale du pays. Boko Haram est en train de gagner, ils ont le vent en poupe, ils sont en train de gagner le terrain. Donc maintenant alors, ceux qui au niveau de l'état-major de l'armée camerounaise ont estimé que voilà, on pouvait prendre quelqu'un qui revient justement de formation et lui donner un titre de major afin de revigorer l'armée. Ceux-là, moi je leur dis, c'est ceux qui ont pensé au sein de l'état-major de l'armée camerounaise qu'il fallait faire quelque chose de ce genre, parce que c'est en fait une opération de désinformation. Ils devraient se poser des bonnes questions. Est-ce que c'est cet officier-là tout seul qui viendra changer la donne sur le terrain dans le Nozo et dans la partie septentrionale du pays? Donc c'est cet officier qui est devenu major entre guillemets, qui va aller changer le cours de la guerre dans le nord et dans l'ouest du pays. Sérieux? Ben n'importe quoi. Donc je vais vous lire alors le poste que l'officier d'armée, l'officier supérieur d'armée Patrice Ngassam a écrit à propos de cette fameuse promotion, à propos de ce fameux major de la promotion. Bon, je vous lis donc. La manipulation venant du sommet de l'État. Fait inédit, Biya. Le 31 décembre 2020 s'est permis, après 40 ans de destruction de ce pays, de magnifier la réussite des Camerounais de l'étranger. Les noms cités dans ce fameux discours nous permettaient de découvrir un nouvel axe d'effort de ce régime à bout de souffle. Justifier ces nominations à tête chercheuse par le mérite académique, littéraire, social et autres. Voici ici mise en lumière de manière plus claire cette odieuse volonté de vouloir nous prendre pour du jambon. L'ambassade du Cameroun nous dit, pince Henri, que le lieutenant Balandi, 24 ans, est sorti major de la 205e promotion de l'académie militaire de Saint-Cyr. Ça y est, tous les problèmes militaires camerounais sont réglés. Quel visionnaire ce Biya! Quel grossier mensonge! Cette information a fait le tour de tous les médias. Le récipiendaire est lui-même surpris de cet emballage médiatique, de ces honneurs à lui accorder par la République pour si peu. C'est quoi la vérité, monsieur Ekounou? Si devant l'ambassadeur du Cameroun à Paris, le major de la 205e promotion de celle-ci est bel et bien le lieutenant Émilien Reynaud, en photo ci-dessous, recevant des félicitations du chef d'état-major des armées françaises sur la 3e image. Le major de l'EMIA, accessoirement mon jeune, reçoit les mêmes félicitations avec en arrière-plan le lieutenant Bala bien visible. Il est à sa place, en deuxième ligne, derrière les Français. La scolarité des Français est différente de celle des Africains dans cette école parce que les conditions d'accès sont différentes. Les Africains sont dans le cycle connaissance militaire générale, car c'est une section spécialement conçue pour satisfaire les potentats africains. Comment exiger en effet à Frédéric Bongo, fils de l'autre, de passer des nuits blanches à préparer le concours d'accès à Saint-Cyr comme les Français? On y trouve pêle-mêle côté africain des fils de présidents, ministres généraux, bref, tous ceux qui ont en main l'effectivité du pouvoir en Afrique. Le lieutenant Bala Protet est le major des baloupes, des crocos, terme pudique utilisé dans cette académie militaire pour désigner le contingent des Africains, ceux admis à la section CMG, connaissance militaire générale. Dans l'histoire de cette école, si depuis 40 ans, c'est la première fois qu'un Camerounais sort premier devant Tchadiens, Gabonais, Centrafricains, Congolais et autres pays africains, sous coupe réglée de la France, ça veut dire que Biya nous a mis bien haut. Le plus grave,
des dangers pesant sur le pays est le tribalisme d'État. Donc vous voyez donc voilà, en fait, ce gars qu'on vous a présenté, comme le dit, parce qu'il faut que je vous fournisse encore des explications supplémentaires, l'officier supérieur d'armée qui a refusé de rentrer au Cameroun et qui a dit que non, lui n'allait pas cautionner le tribalisme dans l'armée camerounaise et qui a décidé de rester en Europe, éventuellement au Canada. Monsieur Patrice Gassa, il dit ceci, et de façon très claire, il dit que ce qui se passe avec cette histoire de major de la promotion, en fait, c'est des histoires. Ce qu'il faut comprendre, il y a deux sections. Il y a une section pour les enfants des militaires des pontes du régime, des régimes dictatoriaux en Afrique. Donc ce gars, en réalité, il est premier des cancres. Vous savez, la France a mis en place ce qu'on appelle les connaissances militaires générales pour permettre aux fils des potentats de pouvoir avoir une formation militaire dans une école prestigieuse. Donc, ce Balandi se retrouvait donc parmi les enfants des dictateurs africains que l'on envoie en formation à Saint-Cyr. Et donc, ce gars est sorti premier des idiots. Donc, c'est l'idiot en chef. Maintenant, le véritable major de la promotion s'appelle, comme il a dit ici, c'est le lieutenant, je vous ai donné le nom, c'est le lieutenant Émilion Reynaud. C'est lui le major de cette promotion, de toute la promotion, y compris la promotion des cancres africains qui sont inscrits dans ce qu'on appelle connaissance militaire générale, CMG. L'armée camerounaise a tôt fait de récupérer un Toto qui a eu la mention passable. Donc, le plus bête des idiots, comme étant un major. Or, dans la promotion, il y a le véritable major qui porte le nom que je viens de vous donner. Donc, voilà un peu la vérité que l'on doit vous dire. Et c'est la fin de ce soir. Je dis une fois de plus, merci à toutes ces personnes qui ont pris la peine de partager. Merci d'être resté fidèle à la Brigade Anti-Salina par rapport à ce point de communication. J'espère que ça vous a plu. Si vous estimez qu'il y a des choses à améliorer dans ce que nous sommes en train de faire actuellement, dans la façon de vous présenter ce point de communication, n'hésitez pas de venir inbox nous le dire, car nous sommes ouverts à toute forme de critique constructive. Comme d'habitude, s'il vous plaît, sortez des arguments, pas d'invectifs. Voilà, c'est ce que nous avons à vous dire ce soir. Et nous espérons vous retrouver également sur cette même page dans les prochains jours, dans les prochaines heures, pour d'autres points de communication de la Brigade Anti-Sardina de Douala. Je vous souhaite une bonne nuit et au plaisir de vous avoir de nouveau sur cette page de la Brigade Anti-Sardina. Au revoir, bonne nuit.